Une découverte préoccupante a été faite au cours de décennies d'observations cliniques. La plupart des individus ne vivent qu'à moitié leur véritable identité, non pas par choix conscient, mais par crainte de découvrir ce qui se cache dans les profondeurs de leur psyché. Au cours de nombreuses années de travail thérapeutique, un schéma inquiétant est apparu à plusieurs reprises. Des individus arrivaient dans les cabinets apparemment prospères, avec des carrières solides et des relations stables, mais dévastés par un vide existentiel qu'ils ne parvenaient pas à nommer. Quelque chose en eux criait, mais leur conscience refusait d'écouter. La tragédie moderne a été identifiée il y a près d'un siècle. Des personnes emprisonnées dans des masques sociaux si convaincants qu'elles ont complètement oublié qui elles sont. En dessous, elles vivent pour plaire, pour correspondre, pour s'adapter à des moules qui n'ont jamais été les leurs. Et le prix à payer? Une inquiétude silencieuse qui les poursuit jusqu'à la seconde moitié de leur vie, lorsqu'elles ne peuvent plus échapper à la rencontre inévitable avec leur propre vérité. Il existe un appel que nous recevrons tous, tôt ou tard. L'ignorer, c'est se condamner à la médiocrité existentielle. Y répondre, c'est ouvrir la porte à une transformation que peu ont le courage de traverser. Avant de nous plonger dans ce voyage à travers les territoires inexplorés de la psyché humaine, indiquez dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Il est fascinant d'observer comment ces vérités psychologiques transcendent les frontières culturelles et géographiques. Les mêmes schémas archétypaux apparaissent à Tokyo, São Paulo, Paris ou Mumbai. Si vous recherchez non seulement une compréhension intellectuelle, mais aussi une véritable transformation, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Nous explorerons ici les mystères les plus profonds de l'esprit humain avec sérieux et respect. Carl Gustav Jung était un psychiatre suisse qui a révolutionné notre compréhension de la psyché. Au cours de 6 décennies de pratiques cliniques intensives, il a traité des milliers de patients, s'est plongé dans les mythologies des cultures ancestrales, a étudié les religions orientales et occidentales et a cartographié des territoires de l'esprit qui étaient jusqu'alors totalement inexplorés. Ces découvertes sur l'inconscient collectif, les archétypes universels et le processus d'individuation continuent de transformer des vies des décennies après sa mort, offrant une feuille de route à ceux qui recherchent non pas le bonheur superficiel, mais la plénitude psychologique. Son travail n'est pas né de théories abstraites, mais de rencontres réelles avec la souffrance humaine, de l'observation attentive de schémas qui se répétaient dans son cabinet, dans les rêves, dans les crises existentielles qui renversaient des personnes apparemment fortes. C'était une psychologie qui honorait autant la lumière que l'obscurité, autant la raison que le mystère. Des décennies d'observations cliniques ont révélé quelque chose de profondément troublant. La grande majorité des gens vivent ce qu'on a appelé la persona, un masque social soigneusement construit, sans jamais découvrir qui ils sont vraiment en dessous. La persona n'est pas nécessairement fausse, mais elle n'est qu'une fraction de la totalité psychologique. C'est le rôle que nous jouons sur la scène sociale. Le professionnel compétent, le père dévoué, l'épouse parfaite, le fils exemplaire. Le problème survient lorsque l'identification à ce masque
devient si complète que nous en oublions notre essence. Des cas cliniques documentés ont montré un schéma dévastateur. Des personnes atteignaient la quarantaine ou la cinquantaine avec tous les signes extérieurs de réussite, mais étaient intérieurement rongées par un sentiment de fraude, de vide, d'avoir vécu une vie qui n'était pas vraiment la leur. Un cadre supérieur a décrit cette expérience avec une précision saisissante. Je me regarde dans le miroir et je vois un étranger qui porte mon visage. J'atteins des objectifs qui ne m'apportent aucune joie. Je noue des relations avec des personnes, mais je ressens une distance abyssale. C'est comme si j'étais mort il y a des années et que personne, pas même moi, ne s'en était rendu compte. Ce n'était pas un cas isolé. La psychologie profonde a identifié que cette crise existentielle de la quarantaine n'était pas une pathologie, mais un appel urgent de la psyché, un cri du soi authentique exigeant d'être reconnu. Des décennies de recherche ont révélé que plus on réprime violemment cet appel, plus il devient destructeur lorsqu'il finit par éclater. Et il y a quelque chose d'encore plus sombre qui opère en coulisses. Tout en construisant notre persona lumineuse et socialement acceptable, nous repoussons dans les profondeurs de la psyché tout ce que nous jugeons inacceptable. Notre colère, notre égoïsme, notre sexualité, notre envie, nos faiblesses. Ce matériel refoulé a été identifié comme l'ombre, et des études de cas ont montré qu'il ne disparaît pas parce qu'on l'ignore. Au contraire, elle gagne en puissance dans l'inconscient et commence à contrôler notre vie de manière invisible. L'ombre se manifeste de manière dévastatrice. Nous projetons sur les autres exactement ce que nous refusons en nous-mêmes. L'homme qui condamne avec véhémence l'arrogance des autres est souvent lui-même inconsciemment très arrogant. La femme qui critique la froideur émotionnelle des autres fuit souvent sa propre incapacité à se montrer vulnérable. Des recherches cliniques ont démontré que 80% des conflits interpersonnels intenses impliquent un certain degré de projection de sa propre ombre. Cependant, la conséquence la plus tragique n'est pas les conflits externes, mais la guerre interne. Vivre en niant la moitié de soi-même crée une tension psychologique insupportable. Le psychisme humain recherche naturellement la totalité, l'intégration. Lorsque nous imposons une division artificielle entre ce que nous acceptons et ce que nous rejetons, nous créons une fracture qui épuise notre énergie vitale. Le résultat, une dépression sans cause apparente, une anxiété chronique, des addictions compensatoires, des relations autodestructrices, des maladies psychosomatiques. L'observation de milliers de patients a révélé un autre schéma alarmant. De nombreux hommes développaient une rigidité émotionnelle extrême, niant complètement leur côté réceptif, intuitif, sensible, ce qui a été identifié comme l'anima, l'aspect féminin inconscient. Les femmes, quant à elles, réprimaient souvent leur assertivité, leur rationalité et leur capacité d'action, l'animus, l'aspect masculin inconscient. Ce déni des opposés internes non seulement appauvrissait la personnalité, mais créait des compensations dangereuses dans l'inconscient. Nous arrivons alors à la question la plus urgente. Que se passe-t-il lorsque nous évitons cette rencontre avec nous-mêmes? La réponse est clairement apparue dans la pratique clinique. La vie nous oblige de toute façon à la confrontation. Des crises éclatent
divorce soudain, effondrement professionnel, maladie grave, dépression paralysante. Ce ne sont pas des accidents aléatoires, mais des manifestations de l'inconscient qui exigent notre attention. Plus vous repoussez la rencontre avec votre totalité psychologique, plus elle sera violente lorsqu'elle se produira enfin. Le psychisme n'accepte pas d'être ignoré indéfiniment. Il trouvera des moyens de plus en plus dramatiques d'attirer votre attention jusqu'à ce que vous n'ayez d'autre choix que de vous tourner vers votre fort intérieur. Cependant, cette observation profonde de la souffrance humaine n'était pas seulement diagnostique. Elle offrait quelque chose de révolutionnaire, une feuille de route vers la transformation. Ce qui est ressorti de décennies de travail clinique et d'études approfondies, c'est la compréhension qu'il existe un processus naturel, inhérent à la psyché humaine, qui pousse chaque individu vers la plénitude. Ce processus a été appelé individuation. Voici ce qui a été découvert. L'individuation n'est pas le perfectionnement de soi. Il ne s'agit pas d'éliminer ses défauts ou de devenir une version polie et socialement irréprochable de soi-même. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de plus difficile. C'est le processus qui consiste à devenir qui l'on est vraiment, en intégrant tous les aspects de la psyché, y compris ceux que l'on rejette le plus. La recherche a révélé que ce processus suit des modèles archétypaux universels. Il apparaît dans les mythes de toutes les cultures, le voyage du héros qui descend aux enfers, affronte des monstres, récupère des trésors perdus et revient transformé. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des cartes psychologiques codées par l'humanité au fil des millénaires. Des études cliniques ont montré que ceux qui avaient le courage d'entreprendre ce voyage intérieur vivaient des transformations profondes. Ils ne devenaient pas parfaits ou exempts de conflits, mais développaient une capacité radicalement différente à supporter consciemment les tensions psychologiques. Ils apprenaient à vivre avec les ambiguïtés, les paradoxes et les contradictions internes sans se fragmenter. Cette approche a permis d'identifier des étapes claires dans ce processus. Tout d'abord, il y a la confrontation avec la persona, c'est-à-dire reconnaître que vous n'êtes pas seulement le rôle que vous jouez. Ensuite, vient la rencontre terrifiante avec l'ombre, c'est-à-dire regarder en face ce que vous niez le plus en vous-même. Puis, l'intégration de l'anima ou de l'animus, c'est-à-dire accepter les aspects contrasexuels de la psyché qui ont été refoulés. Et enfin, la rencontre avec le soi, le centre organisateur de la totalité psychologique. Chaque étape exige un courage phénoménal, car elle remet en question toutes les défenses que vous avez construites. Cependant, le travail thérapeutique a démontré à maintes reprises que lorsque quelqu'un traverse consciemment ces phases, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vie retrouve un sens profond, l'énergie vitale revient, les relations deviennent plus authentiques et une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures s'installe. Cette approche ne promettait pas un bonheur facile ni des solutions rapides. Elle traçait le cheminement de toute une vie. Cependant, elle offrait quelque chose d'infiniment plus précieux, le chemin du retour vers soi-même, vers l'intégrité, vers la vérité psychologique. Et des milliers de cas cliniques ont prouvé que ce chemin, bien que difficile, était réel et transformateur. Concept 1. Le masque que nous oublions d'enlever.
La persona a été identifiée comme l'interface entre l'ego et le monde social. Elle est nécessaire. Nous avons besoin de masques fonctionnels pour naviguer dans différents contextes. Le problème survient lorsque l'identification devient totale. Les patients décrivaient le sentiment de vivre des vies qui ne leur appartenaient pas, en suivant des scénarios écrits par d'autres. Le travail clinique a révélé que les enfants apprennent tôt à supprimer des aspects authentiques d'eux-mêmes pour gagner l'approbation. Le garçon sensible apprend à s'endurcir. La fille assertive apprend à se retenir. Ces adaptations, initialement utiles pour la survie émotionnelle dans la famille, se cristallisent en prison psychologique à l'âge adulte. La conséquence de ne vivre qu'à travers la persona est un sentiment croissant d'irréalité. Les relations semblent superficielles même lorsqu'elles sont proches. Les réalisations semblent vides, même lorsqu'elles sont impressionnantes. La vie perd sa saveur, sa couleur, sa vitalité. C'est comme regarder un film de sa propre existence, plutôt que de la vivre. Un exercice a été développé pour reconnaître cette dynamique. Dressez la liste de qui vous êtes lorsque vous êtes seul par rapport à qui vous êtes en public. La distance entre ces deux versions révèle le degré d'aliénation de soi. Plus la distance est grande, plus l'appel à l'individuation est urgent. Demandez-vous honnêtement combien de vos choix actuels sont vraiment les vôtres et combien sont des réponses automatiques aux attentes des autres. Concept 2. La rencontre inévitable avec l'obscurité intérieure. L'ombre représente tout ce que la conscience a rejeté pendant la formation de l'identité. Elle ne contient pas seulement des aspects négatifs. Elle cache souvent des talents, des passions et des potentiels qui ont été jugés inacceptables ou dangereux. Un artiste réprimé, un leader né qui s'est rendu invisible, une sexualité vitale qui a été étouffée. Des décennies d'observation ont montré que l'ombre ne reste jamais inactive. Elle se manifeste à travers des actes manqués, des explosions émotionnelles inexplicables, des rêves perturbants et surtout à travers des projections. Ce que nous détestons avec véhémence chez les autres renvoie généralement directement à notre propre ombre refoulée. Des cas cliniques ont documenté des transformations extraordinaires lorsque des personnes ont finalement confronté consciemment leur ombre. Un patient qui passait sa vie à critiquer la malhonnêteté des autres a découvert des niveaux profonds de malhonnêteté dans son propre comportement. En intégrant cette perception, il est non seulement devenu moins critique, mais a également développé une compassion sincère, d'abord pour lui-même, puis pour les autres. La technique de l'imagination active a été spécialement développée pour ce travail. Asseyez-vous en silence, laissez les images surgir spontanément de votre inconscient. Lorsqu'une figure sombre apparaît, cela peut être un animal, une personne menaçante, une présence obscure. Ne la fuyez pas. Engagez le dialogue avec elle. Demandez-lui « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous de moi ? Que portez-vous en vous que je dois reconnaître ?» Les réponses peuvent être choquantes, mais libératrices. L'ombre porte généralement une énergie vitale qui a été gaspillée dans la répression. L'intégrer ne signifie pas agir de manière destructive, mais reconnaître consciemment ses pulsions et choisir comment les canaliser. Avez-vous le courage de vous demander « Quelles sont les caractéristiques que je condamne le plus chez les autres ?» Et si ces mêmes qualités
à des degrés divers, existait également en moi. Concept 3. La réconciliation des opposés internes. La psychologie profonde a révélé que chaque homme porte en lui un aspect féminin inconscient, l'anima, et que chaque femme porte en elle un aspect masculin inconscient, l'animus. Cette découverte a été révolutionnaire car elle a montré que la totalité psychologique exige l'intégration des polarités et non l'élimination de l'un des pôles. Les hommes qui nient complètement leur anima deviennent rigides, contrôlants, incapables d'une véritable intimité émotionnelle. Ils développent souvent des compensations, aventures extraconjugales compulsives, addiction à la pornographie ou explosions émotionnelles immatures qui révèlent un aspect féminin non intégré opérant de manière primitive dans l'inconscient. Les femmes qui répriment leur animus perdent l'accès à leur propre autorité interne, à leur rationalité et à leur capacité de défense. Elles deviennent excessivement adaptées, incapables de dire non, vulnérables aux relations abusives. L'animus non intégré peut se manifester sous la forme d'une voix intérieure critique, dévastatrice ou d'une attirance compulsive pour des figures masculines destructrices. Le travail thérapeutique a montré qu'intégrer ces opposés ne signifie pas devenir androgyne ou perdre ses caractéristiques de genre. Cela signifie devenir complet. Un homme intégré reste masculin, mais accède à l'intuition, à la réceptivité et à la sensibilité émotionnelle. Une femme intégrée reste féminine, mais accède à l'assertivité, à la clarté mentale et à la force de volonté. La technique pour parvenir à cette intégration consiste à prêter attention à ses rêves. Les figures du sexe opposé dans les rêves représentent souvent l'anima ou l'animus, qui tente de communiquer quelque chose d'essentiel. Engagez le dialogue avec ces figures. Demandez-leur ce qu'elles apportent, ce qu'elles représentent, ce qu'elles attendent de vous. Réfléchissez. Quelles qualités traditionnellement associées au sexe opposé réprimez-vous en vous-même? Et si les embrasser ne vous affaiblissait pas, mais vous complétait? Concept 4. Des modèles universels qui transcendent l'histoire personnelle. L'une des découvertes les plus révolutionnaires a été celle de l'inconscient collectif, une couche de la psyché plus profonde que l'inconscient personnel, contenant des modèles universels partagés par toute l'humanité. Ces modèles ont été appelés archétypes. Des recherches approfondies sur la mythologie, la religion, les contes de fées et les manifestations de l'inconscient ont révélé que les mêmes thèmes apparaissent dans des cultures qui n'ont jamais été en contact les unes avec les autres. Le héros, la grande-mère, le vieil homme sage, la jeune fille, le filou, l'ombre. Ces figures reviennent sans cesse parce qu'elles représentent des potentiels inhérents à la psyché humaine. Les archétypes ne sont pas des concepts appris, mais des structures innées qui organisent notre expérience. Ils se manifestent dans les rêves, les fantasmes, les projections et les modèles de comportement qui se répètent à travers les générations. Une femme qui n'a jamais étudié la mythologie peut rêver d'une déesse antique. Un homme peut avoir des visions de batailles archétypales. Il ne s'agit pas de rêverie aléatoire, mais de communication de l'inconscient collectif. La compréhension des archétypes offre une perspective radicalement différente sur la souffrance personnelle. Bon nombre de vos luttes ne sont pas uniquement les vôtres. Vous vivez des thèmes universels
que l'humanité traverse depuis des millénaires. Cette perception, loin de minimiser votre expérience, peut apporter soulagement et dignité. Vous n'êtes ni seul ni pathologique. Vous participez à un drame archétypal. Des cas cliniques ont montré que lorsque les personnes reconnaissent l'archétype actif dans leur vie, elles acquièrent une perspective et la capacité de le naviguer consciemment. Si vous vivez l'archétype du héros dans un parcours difficile, le comprendre peut vous donner la force de continuer. Si vous êtes prisonnier d'un complexe maternel dévorant, le reconnaître est la première étape pour vous en libérer. Soyez attentif à vos rêves récurrents, aux histoires qui vous ont toujours attiré, aux films qui vous touchent profondément. Quels archétypes sont actifs dans votre psyché? Quels drames universels mettez-vous en scène dans votre vie personnelle? Concept 5. Le langage secret de l'inconscient. Les rêves ont été considérés comme la voie royale vers l'inconscient. Ce ne sont pas simplement des désirs refoulés déguisés, mais des communications symboliques complexes provenant des profondeurs de la psyché qui tentent de compenser les déséquilibres de la conscience et de guider le processus d'individuation. Le travail sur les rêves a révélé qu'ils en savent souvent plus sur notre situation psychologique que l'ego conscient. Un homme qui se considérait comme généreux et altruiste rêvait régulièrement qu'il volait des personnes vulnérables. Initialement choqué, il a fini par reconnaître qu'il manipulait subtilement les autres sur le plan émotionnel, leur volant leur énergie et leur autonomie. Le rêve révélait une vérité que la conscience refusait d'admettre. La technique développée pour travailler sur les rêves n'implique pas l'utilisation de dictionnaires de symboles simplistes. Chaque symbole doit être compris dans le contexte de la vie individuelle. L'eau peut signifier l'inconscient, mais dans un rêve spécifique, elle peut représenter des émotions refoulées, ou une renaissance, ou le danger d'être englouti par l'inconscient. La signification émerge par amplification, en reliant l'image onirique à la mythologie, aux sentiments personnels et au contexte de vie. Commencez par tenir un journal de vos rêves. Au réveil, avant que votre conscience rationnelle ne dissolve les images, notez tout ce dont vous vous souvenez, sans porter de jugement. Avec le temps, des schémas apparaîtront. Certains symboles se répètent, certains thèmes reviennent. Ce sont des avertissements ou des invitations de l'inconscient. Lorsque vous consignez un rêve, posez-vous la question suivante. Que compense ce rêve dans ma vie consciente? Si je rêve de figures menaçantes, quels aspects de moi-même suis-je en train d'éviter? Si je rêve de voyage, quel voyage intérieur suis-je appelé à faire? Concept 6. Les coïncidences qui ne sont pas des coïncidences. La synchronicité représente l'un des concepts les plus mystérieux et fascinants développés par la psychologie profonde. Il s'agit de coïncidences significatives qui ne peuvent s'expliquer par la causalité ordinaire, des événements extérieurs qui correspondent précisément à des états psychologiques intérieurs, d'une manière qui défie les probabilités. Les cas documentés comprennent des phénomènes surprenants. Une femme en thérapie qui travaille sur un traumatisme lié aux oiseaux entend un oiseau frapper à la fenêtre au moment même où elle parle de l'incident. Un homme rêve de la mort d'un ami éloigné et, le lendemain, il apprend que son ami est décédé à l'heure exacte du rêve. Ces événements ne s'expliquent pas par la cause et l'effet, mais par des connexions acausales significatives.
La théorie de la synchronicité suggère que le psychisme et la matière ne sont pas aussi séparés que le suppose la science matérialiste. À certains moments, lorsque l'intensité psychique est suffisante, l'inconscient peut se manifester dans le monde physique d'une manière qui défie notre compréhension rationnelle. La valeur pratique de cette compréhension n'est pas seulement théorique. Prêter attention aux synchronicités peut servir de boussole psychologique. Lorsque vous êtes en phase avec votre processus d'individuation, les synchronicités ont tendance à augmenter. Lorsque vous résistez à votre appel intérieur, elles diminuent ou prennent une tournure négative. Un patient a rapporté avoir ignoré pendant des années son désir profond de changer de carrière. Les synchronicités négatives s'accumulaient. Petits accidents, pertes inexplicables, opportunités qui disparaissaient mystérieusement. Lorsqu'il a finalement suivi son appel intérieur, des portes ont commencé à s'ouvrir de manière inattendue. Des rencontres fortuites ont débouché sur des opportunités parfaites. Des ressources sont apparues au moment exact où il en avait besoin. Observez les synchronicités dans votre vie sans les rationaliser prématurément. Quels messages peuvent-elles vous apporter? Quels aspects de votre psyché tentent d'attirer votre attention à travers le monde extérieur? Concept 7. Le voyage impossible vers le centre de soi-même. L'individuation est le processus qui consiste à devenir un individu sur le plan psychologique, non pas dans le sens de l'égoïsme ou de l'isolement, mais dans celui de la plénitude. Il s'agit de découvrir et de réaliser ce que vous êtes potentiellement depuis toujours, mais qui reste latent jusqu'à ce que vous ayez le courage de le revendiquer. Ce processus a été décrit comme un voyage circulaire, non linéaire. Il ne s'agit pas de s'améliorer ou d'évoluer vers quelque chose de supérieur, mais de revenir au centre de soi-même en apportant une conscience aux aspects fragmentés et projetés de la psyché. C'est une spirale à la fois descendante et ascendante. On descend dans les profondeurs de l'inconscient pour ensuite en émerger transformé. L'observation clinique a montré que l'individuation commence rarement avant l'âge mûr. La première moitié de la vie est nécessairement consacrée à l'établissement de l'ego, de la carrière, de la famille, de la place dans la société. Cependant, quelque chose change après 40 ans. Les réalisations extérieures ne suffisent plus. Les questions de sens deviennent urgentes. C'est alors que le soi, le centre archétypal de la totalité psychologique, commence à exiger d'être reconnu. Des cas cliniques ont révélé que résister à ce processus dans la seconde moitié de la vie entraîne des conséquences dévastatrices. Des dépressions profondes appelées mélancolie de la quarantaine, des crises existentielles paralysantes, des tentatives désespérées de revivre la jeunesse par des comportements régressifs. Le psychisme n'accepte pas que la seconde moitié soit une simple répétition de la première. Le processus d'individuation n'est pas confortable. Il exige le sacrifice de la persona confortable, la confrontation avec l'ombre terrifiante, l'intégration d'opposés qui semblent irréconciliables. Cependant, ceux qui traversent ce processus rapportent quelque chose d'extraordinaire, le sentiment de vivre enfin leur propre vie, et non un scénario étranger. L'individuation n'est pas facultative si vous recherchez un sens réel. Le seul choix est de savoir si vous la vivrez consciemment, avec toutes les difficultés, mais aussi toutes les récompenses,
ou si la vie vous y contraindra à travers des crises de plus en plus dévastatrices. Vivez-vous la vie qui est véritablement la vôtre ou jouez-vous un rôle que d'autres ont écrit? Concept 8, la fonction mystérieuse qui guérit les fragmentations. La psyché possède une capacité naturelle extraordinaire qui a été appelée fonction transcendante, la capacité de réconcilier des opposés apparemment irréconciliables et de créer des totalités nouvelles à partir de fragments en conflit. Cette fonction n'opère pas selon la logique linéaire de la conscience. Elle émerge de l'inconscient à travers des symboles, des intuitions soudaines, des images oniriques qui véhiculent des synthèses impossibles. Un véritable symbole ne peut jamais être totalement déchiffré, car il contient plus de sens que la conscience ne peut en saisir d'un seul coup. Le travail thérapeutique a démontré que lorsqu'une personne parvient à maintenir la tension entre les opposés sans se précipiter prématurément vers l'un ou l'autre côté, quelque chose de nouveau émerge. Un homme divisé entre le devoir et le désir, au lieu de choisir l'un et de réprimer l'autre, a consciemment soutenu les deux. De cette tension est née une troisième voie qui honorait les aspects des deux pôles de manière créative et imprévisible. La fonction transcendante est le mécanisme naturel de guérison de la psyché. Elle opère dans les rêves, dans la créativité artistique, dans les intuitions soudaines, dans les solutions qui apparaissent lorsque nous cessons de forcer. Apprendre à faire confiance à cette fonction, c'est apprendre à faire confiance à la sagesse de l'inconscient. Un exercice puissant. Identifiez deux aspects de vous-même qui semblent complètement opposés et conflictuels. Au lieu d'essayer de résoudre le conflit de manière rationnelle, asseyez-vous en méditation en gardant les deux présents simultanément. Ne forcez pas la solution. Maintenez simplement l'attention. Avec le temps, une image ou une intuition peut émerger spontanément, offrant une réconciliation que l'esprit conscient ne pourrait inventer. Quelle tension interne avez-vous essayé de résoudre en réprimant l'un des aspects? Et si la réponse n'était pas de choisir, mais d'intégrer? Si ces réflexions sur les profondeurs de la psyché humaine ont touché quelque chose en vous, si elles ont provoqué un malaise, de la curiosité, une reconnaissance ou même une résistance, alors le processus a déjà commencé. L'individuation n'attend pas la permission, elle est déjà en cours. La seule question est de savoir si vous la vivrez consciemment. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant si vous recherchez non pas un divertissement superficiel, mais une exploration sérieuse des mystères de l'esprit humain. Chaque vidéo que nous publions est une invitation à plonger plus profondément, à questionner plus radicalement, à vous regarder plus honnêtement. Veuillez aimer cette vidéo. Ce simple geste aide ce contenu à atteindre d'autres personnes qui, comme vous, recherchent la vérité psychologique plutôt qu'un confort illusoire. Il se peut que ce message arrive juste au moment où quelqu'un est sur le point d'abandonner et lui donne la force nécessaire pour poursuivre son chemin. Dans les commentaires, partagez. Quel concept de cette vidéo vous a le plus marqué? Avez-vous déjà vécu des expériences de synchronicité? Vos rêves ont-ils tenté de vous communiquer quelque chose que vous avez ignoré? Avez-vous reconnu des aspects de votre propre ombre dans cette description? Écrire sur ces expériences n'est pas une confession, c'est un acte de courage. Et cela peut éclairer le chemin d'autres personnes qui font face
à des luttes similaires. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une crise existentielle, qui ressent cette inquiétude indéfinissable de la quarantaine, qui recherche un sens plus profond que celui offert par le succès superficiel, partagez cette vidéo. Vous offrez peut-être exactement ce dont cette personne a besoin d'entendre à ce moment de son parcours. Et si vous souhaitez explorer ces thèmes plus en profondeur, veuillez laisser des suggestions dans les commentaires sur les aspects de la psychologie profonde que vous aimeriez que nous développions dans nos prochaines vidéos. Des archétypes spécifiques, l'analyse des rêves, la synchronicité, l'ombre collective de sociétés entières. Votre curiosité guide notre contenu. N'oubliez pas, l'inconscient collectif nous relie tous. Lorsque vous effectuez un travail d'individuation, vous ne profitez pas seulement à vous-même, vous contribuez à la conscience de l'humanité dans son ensemble. Chaque personne qui devient plus consciente élève, même de manière infime, la conscience collective. Votre travail intérieur est également un travail pour le monde. Nous sommes ensemble dans ce voyage vers les profondeurs de la psyché humaine. Ce n'est que le début.